Kabila a trouvé ces pays déchirés. On a eu l'accord global et inclusif, la constitution des transitions, la promulgation de la constitution de 2006. Il avait moins de 50 ans. Il a laissé le code minier, il a laissé le code forestier. Après Je m'en dis qu'on vient pas. Plus d'1 milliard de dollars. La première alternance, moins de 50 ans. N'est-ce pas? Le peuple lui a dit, tu as fait ton temps, messieurs, tu pars. Il a dit au revoir. N'est-ce pas? À bientôt. Et il est parti. Vous comprenez? Il avait dit à bientôt. Là, c'est le fait. Le président Tshisekedi, aussi préciser, qui est le président de la première force politique de l'opposition de notre pays. En fait, s'il y a un parti qui devait respecter la Constitution, et ce qui ferait de l'UDPS être différent du PPRD, si seulement l'UDPS avait compris qu'organiser les élections en 2028, n'est-ce pas, allait faire du président de la République une référence. Il n'y a pas dans cette constitution une disposition qui prévoit les dialogues. Néanmoins, les gens réfléchissent, chacun donne son point de vue, ils voient ce qu'il faut faire. En rapport avec ce qui sévit dans l'Est aujourd'hui, si Sama Lukonde devait les dialogues inclusifs, et que de l'autre côté, Boji veut aussi les dialogues, mais exclusifs, moi je donne mon point de vue. Il n'est ni celui de Sama, ni celui de Boji. Moi je voudrais qu'on puisse voir l'opportunité de ce dialogue. Pourquoi on veut dialoguer? Il faut d'abord se poser la question. On veut dialoguer pour obtenir quoi et pour avoir quoi? Est-ce que c'est pour blanchir ceux qui ont tué nos Congolais et les ramener maintenant à la gestion de la République afin de pacifier les pays? Ou bien c'est pour mettre fin de manière définitive à l'insécurité qui prévaut dans l'Est du pays? Vous voyez, pourquoi on veut dialoguer? Est-ce que les institutions ne sont pas légitimes? Les institutions ne sont-elles pas légales? Pourquoi on veut dialoguer? Pourquoi? Et puis, quand on va tenir ce dialogue, ça sera le 40e. Et ça sera pour pourquoi on veut quelle dialoguer? conclusion? Parce que selon vous, il n'y a pas de crise au pays. Mais attendez, s'il faut parler de la crise, je parlais par exemple de l'insécurité. Et aujourd'hui, le Rwanda reconnaît. Il reconnaît avoir déployé ses troupes en RDC. Et c'est déjà à ce niveau-là, il faut discuter avec le Rwanda pour que cela prenne fin. Mais si ça ne dépendait que de moi, dans ma lecture, je pense que même si Kinshasa utilisait cette drone, Kinshasa, dans sa posture, n'est-ce pas, du pouvoir central qui veut récupérer l'intégrité territoriale, n'est-ce pas, serait dans le droit légitime d'utiliser, n'est-ce pas, en violation de cessez-le-feu. Vous savez, madame, en violation de cessez-le-feu, là, nous entrons dans l'analyse juridique. Vous comprenez? Mais je suis en train de parler du point de vue politique. Quand je parle, vous voyez, tantôt, je parle du niveau du texte, n'est-ce pas? Et je parle du niveau de fait. J'ai dit Kinshasa, n'est-ce pas, est à mesure, n'est-ce pas, de violer le cessez-le-feu s'il est à mesure de décapiter la tête. Vous comprenez? Mais si Kinshasa trouve que la cible n'a pas été atteinte, n'est-ce pas, eh bien, on peut constater le silence, n'est-ce pas? Mais pour moi, qu'on me dise que Kinshasa était à la manœuvre, ça ne sera pas, n'est-ce pas, un scandale du tout. Parce que Kinshasa est dans l'obligation de récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement.
conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un pain qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir. J'ai des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Modeste Batilou Kwebo démissionne de son poste de deuxième vice-président à la Chambre haute du Parlement. C'est une démission vraiment qui fait couler encre et salive, mais quel est son impact dans l'Union sacrée? Mesdames et messieurs, on en parle avec Bongunda Apoyou, qui est juste à ma droite. C'est le gardien général du courant de la Révolution du Congo. Bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Au rythme du pays, on est là, on tient le coup. Quelles sont les bonnes nouvelles aujourd'hui? Je pense qu'on est en vie, c'est le plus important. Pour le reste, on va essayer de cogiter ensemble pour le bien-être de notre peuple. Mais en venant ici, qu'est-ce que vous avez constaté en chemin de bien, surtout ici à Kinshasa, avant d'arriver sur ces plateaux? J'ai constaté les contrôles techniques, avec tout ce qu'il y a comme dérapage, malheureusement. L'initiative peut être bonne, je l'ai toujours dit, mais il faut toujours faire le suivi. Et lorsque vous regardez ce qui se passe dans la rue, ce qui devrait être applaudi malheureusement est en train de tourner pratiquement à un désordre organisé. C'est-à-dire? Voyez-vous, vous avez les agents qui sont commis pour cette tâche, qui s'adonnent pratiquement à des actes répréhensibles par la loi. Vous comprenez un peu? Et tout ça, c'est encouragé par les autorités établies en utilisant des choses comme Mbassou par exemple, où vous trouvez des gens, pour rien comme ça, ils jettent. Peu importe ce que cela peut causer. Ça ne serait pas par rapport à l'attitude aussi des conducteurs. Il faut reconnaître que les conducteurs effectivement, ici à Kinshasa madame, on ne corrige pas une erreur par une erreur. Vous comprenez? Je pense qu'il y a de voies légales si on veut sanctionner, n'est-ce pas, les indisciplinés, ceux qui n'obéissent pas aux règles de conduite. Il y a deux manières de le sanctionner. Mais avec ce que nous sommes en train de constater, rien qu'en prenant cet exemple, je pense que c'est une désolation. Je pense que le gouvernement provincial peut encore essayer de regarder et voir comment on peut, tant soit peu, essayer de... Voilà. Merci bien. À ma gauche, je suis avec Christian Nyamabou, c'est un analyste politique.
Bonjour mon frère. Bonjour Magui et merci pour cette invitation. Je suis très heureux de rencontrer encore le gardien général du courant de la Révolution du Congo. Tout à fait, parce que je pense que ce n'est pas une première rencontre. Et souvent, j'aime son côté panafricaniste. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera très intéressant encore pour tous les téléspectateurs de pouvoir comprendre ces caractères passionnés de l'Afrique qui les portent et qui va permettre à ce que nous puissions analyser ensemble les questions d'actualité. Nous allons commencer directement avec vous, Christian Nyamabo. Bati Lukwebo démissionne. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Je pense que la démission de Bati Lukwebo, il a préféré sortir par la grande porte. Il faut encourager, il faut féliciter, parce que c'est tout ce qui lui restait. Et c'est une leçon pour plusieurs, parce que en réalité, les propos d'un homme politique ne doivent pas être prononcés facilement ou légèrement. Peut-être lorsque vous prononcez un mot, vous cherchez à recorriger. Ça veut dire que la communication du départ n'était pas une réussite. Et je crois que Modeste Bahati Lukwebo démissionne. C'est une bonne chose pour l'honneur. Mais ce qui m'inquiète, c'est lorsque je vois dans un futur proche, en cas de remaniement, je vois encore Bahati Lukwebo redevenir ministre. Ça, c'est vous qui le dites. Je le présume parce qu'on est en train de voir même Kamere pour encore redevenir ministre. Parce que si sa démission est venue de cette sortie médiatique, que certains ont jugé chaotique, mais comment le voir encore? Mais juste après la sortie médiatique, Modeste Bahati Lukwebo a cherché comment se rattraper, et même si ça n'a pas marché. Il y a les députés, je pense... Un pardon qui n'a servi à rien. Voilà, en politique, on ne demande pas pardon. Il faut assumer ce que vous dites, mais avant de le dire, il faut mieux réfléchir. Il vous souviendra que même Vital Kamerhe en son temps avait demandé aussi pardon, mais cela n'a pas suffi pour qu'il reste comme président de l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que juste après ça, l'AFDC a réitéré sa loyauté au président Tshisekedi. Même Bahati, dans sa démission, il rappelle qu'il reste la deuxième force politique au sein de l'Union sacrée, ce qui suppose qu'en cas de remaniement, il y aurait encore un quota pour l'AFDC pour laquelle Bahati Lukwebo est l'autorité morale. Et si on demande de donner un ou deux noms, il va d'abord privilégier son propre nom. C'est pourquoi je le dis que je vois Bahati devenir encore ministre après remaniement. Bongunda, qu'en pensez-vous? C'est un sujet percutant, mais j'aimerais asseoir mon argumentaire sur une réflexion simple. Vous savez, madame, la quasi-totalité de nos États africains, nous sommes malheureusement dirigés par l'instinct de survie politique. Et qui dit instinct de survie politique, ça signifie, c'est la loi du plus fort. Lorsque le chef émet un point de vue, ceux qui l'entourent sont obligés de mettre dans le même sens que le chef. Exactement. Au point que lorsque vous n'émettez pas de la même manière que le chef, vous êtes une cible à abattre. J'aimerais rappeler ici qu'il n'y a pas longtemps, on a vu Vital Kamerhe, je pense que mon co-débatteur l'a rappelé, s'est faire injecter pratiquement de la même manière. Et ce qu'on reprochait entre autres à Vital Kamerhe, c'était le fait de ne pas danser, n'est-ce pas, au rythme de la chanson voulue par le chef. Voyez-vous? Et donc, quand on parle de la démission de Bahati, il faut circonscrire que d'abord, c'est lié à sa posture, hein, comme deuxième vice-président du Sénat, qui a dit non contre le changement de la Constitution, en disant principalement que le Congo avait un problème de texte et non un problème d'homme. Et donc, si on était dans une société où il y avait la raison politique, c'est normal. C'est-à-dire les gens ont la liberté. Le Congo n'avait pas un problème de texte, mais un problème d'homme. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, si on était dans une société où il y avait la raison politique, qui avait le primat sur l'instinct politique, ça pouvait passer. Mais comme nous sommes gérés par l'instinct de survie politique, vous êtes obligés de danser, n'est-ce pas, en fonction de la chanson du chef. Mais cette démission nous rappelle aussi le manque de constance des hommes politiques congolais. Vous savez, madame, un homme, c'est celui qui sait assumer ses propos. Je ne suis pas toujours d'accord avec Étienne Tshisekedi, n'est-ce pas, qui est une icône. Personnellement, je ne partage pas toujours ses convictions sur certaines matières. Mais je pense que s'il y a quelque chose que je peux retenir de cet homme, c'est sa constance. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être un homme politique, un doyen de surcroît à la hauteur de M. Bahati, tenir un propos, et aussitôt, il y a de pressions qui arrivent, n'est-ce pas? Vous vous rétractez, ok? Malgré ça... Il s'est rétracté
sans changer ses propos. Il s'est rétracté, moi personnellement. Parce qu'il n'est pas revenu sur ce qu'il avait dit. Oui, mais il a présenté ses excuses. On présente ses excuses pour avoir fait quoi? Qui s'excuse s'accuse. Vous comprenez un peu? Donc, cela témoigne aussi, cela témoigne aussi le niveau de cet homme politique congolais qui veut toujours s'accrocher, n'est-ce pas, à tout ce qui est fonction, à tout ce qui est prestige du pouvoir. Mais ça servait à quoi? Ça servait à rien, malheureusement. Mais pour chuter, si vous le permettez, allez-y. J'aimerais dire une chose. Vous savez, le Congo a un problème, madame. Vous ne pouvez pas espérer sauver le Congo avec la génération qui a contribué à sa destruction. Ça, c'est mon point de vue. Le Congo a besoin d'une direction politique forte et radicale, dans une certaine mesure. Et vous ne pouvez pas imposer cette nouvelle direction politique avec des gens qui sont habitués, n'est-ce pas, à tout ce qui est lié comme antivaleur dans la scène politique nationale. Et je pense que le président de la République, s'il avait réfléchi sur comment créer une nouvelle classe politique, on n'allait pas connaître ce genre de situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Malheureusement, il a trouvé intéressant et avantageux pour lui de continuer à s'accrocher. C'était une erreur de continuer avec... Mobutu, quand il a pris le pouvoir, madame, il a créé les collèges de commissaires spéciaux, ou les commissaires généraux. Comprenez un peu, c'était les nouvelles figures, n'est-ce pas, les nouveaux visages de jeunes intellectuels qu'il a impulsés. Et c'est avec ces gens qu'il a consolidé le moboutisme avec l'Institut Makanda Kabobi. Je ne pense pas qu'on peut espérer apporter le changement, on peut espérer apporter la révolution, la rupture, tout en empruntant la main-d'œuvre de ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à la déliquescence de ces pays. Même le président Kabila a connu ces problèmes, malheureusement. Comprenez un peu, à la fin de son mandat, il a dit qu'il n'avait pas plus de 15 collaborateurs. Ça signifie que le chef, au-delà d'être intelligent, au-delà d'être patriote, le chef a toujours besoin d'être entouré, n'est-ce pas, de nouvelles énergies qui peuvent l'orienter dans le sens de l'ascension de son pays. Je pense que le cas de M. Bahati, n'est-ce pas, ça montre le niveau d'état de l'homme politique congolais régi par l'instinct de survie politique. Christian Nyamabou, vous l'avez dit tout à l'heure que Bahati Lukwebo se reconnaît encore comme une deuxième force dans l'Union sacrée. Mais pourquoi la haute autorité de l'Union sacrée n'est-elle pas intervenue pour sauver Bahati dans ce qui s'est passé avec les pétitionnaires? Déjà, on doit se le dire aujourd'hui que s'il y a un désordre, c'est aussi au sein de l'Union sacrée, parce qu'il n'y a pas la coordination dans la manière de faire les choses ou encore de communiquer. Je vais prendre peut-être cet exemple, pas pour flatter les uns ou blanchir les autres, mais néanmoins, ça reste une vérité. Il vous souviendra du temps de Joseph Kabila. S'il fallait prendre la parole au nom du FCC ou encore du PPRD, il y avait une certaine logique, une certaine discipline. Raison pour laquelle, lorsque Moïse Katumbi, lorsque Charles Mwando Simba, lorsque Pierre Lumbi et consorts n'ont pas voulu marcher dans la logique de Joseph Kabila, ils ont quitté, ils ont créé le G7. Donc, vous êtes avec lui, vous rentrez dans sa logique. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Union sacrée. Quelle est la vision du président Tshisekedi? Quelle est sa communication? Quel est son message? Et vous qui êtes dans l'Union sacrée, qu'est-ce que vous dites pour rester dans sa logique? Et vous faites le contraire. C'est là que je dis, il y a cette indiscipline au sein de l'Union sacrée. Oui, il y a un sérieux problème qui ne dit pas son nom. Je pense que le coordonnateur, c'est le prof Mbata. Je crois que c'est le moment qu'il devrait réfléchir, que de rester chanter joyeux anniversaire. Je ne suis pas venu ici pour l'attaquer, mais... La réalité, c'est ça. Au sein de l'Union sacrée, et surtout au moment où il y a eu, l'élargissement du présidium, tel présidium, Apouye est membre du présidium, Nyamabo est membre du présidium, tout le monde s'est senti un peu libre d'agir de manière dispersée. Et je crois que c'est ce qui est en train de fragiliser l'Union sacrée. Et aujourd'hui, la réalité est que le chef de l'État, selon moi, ne doit pas compter sur l'Union sacrée. C'est vrai que l'Union sacrée existe, l'Union sacrée l'accompagne, je ne suis pas venu pour attaquer l'Union sacrée, mais le président, tu sais qu'il doit réfléchir dans la logique de créer sa propre classe politique. S'il ne le fait pas, ça serait l'échec pour lui. Parce qu'aujourd'hui... Ça ne serait pas tard. Non, ce n'est pas encore tard, jusqu'à ce jour. Parce qu'il y a des énergies grises, il y a des personnes qui ont la volonté de l'assister, il y a des personnes qui ont la volonté d'aider la République, il y a des figures inconnues. Et là, ça me ferait mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir les mêmes personnes qui ont dirigé avec Joseph Kabila pendant 18 ans. Il dirige avec Tshisekedi, c'est déjà 7 ans. Il lui demande encore beaucoup plus. Pendant que le président Tshisekedi a encore la
capacité de prendre des personnes qui sont peut-être inconnues pour pouvoir l'aider et aider la République. Et voilà pourquoi moi je m'inscris dans cette logique qui pense que l'union sacrée n'aide pas vraiment le président Tshisekedi. Parce qu'il faut dire qu'avec cette situation de Bahati, ça doit inquiéter. On l'a vécu avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est resté silencieux jusqu'à présent. D'ailleurs, pour certains, c'est un silence qui dérange. Et déjà, aujourd'hui encore, Bahati emboîte les pas. Est-ce que ça ne donne pas l'impression comme si ils vont devenir des ennemis à l'avenir? Bon, la politique a ses surprises, ça je ne sais pas prophétiser. Néanmoins, actuellement, avec cette classe politique, chacun voit ses intérêts. Et Bahati Lukwebo, ce n'est pas sa première fois d'être dans la gestion. Il a été plusieurs fois ministre, il a été président du Sénat, jusqu'à accepter à devenir deuxième vice-président du Sénat, c'est-à-dire il est accro au pouvoir et dans sa logique, je ne sais pas... Et avec ce qui se passe dans l'Est, il est le plus perdant parce que c'est lui avec qui ce qui se passe dans l'Est, moi j'ai toujours pensé que s'il y a des personnes qui auraient pu porter la voix de la population de l'Est, c'est entre autres Bahati Lukwebo. Le Sud Kivu est tombé, la ville de Bukavu. Qu'est-ce que Bahati Lukwebo a dit? Parce que ceux qui sont assassinés là-bas, ceux qui sont meurtris, ceux qui sont tués, sont pour la plupart ces potentiels électeurs qui ont fait en sorte qu'ils soient élus jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'il est aujourd'hui. C'est la population de cette partie du pays. Qu'est-ce que Bahati Lukwebo a toujours pensé pour cette population? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, lorsque il s'agira des quotas et ainsi de suite, il y aura une autre manière de réfléchir. Je ne suis pas venu ici pour l'accuser. Néanmoins, dans ma pensée, je crois que l'homme politique congolais devrait réfléchir les intérêts des Congolais et non le positionnement personnel sur le plan politique. Bongunda Apoyou, alors qui pour remplacer Bahati? Est-ce qu'il faut prendre quelqu'un de Kivu? Je ne suis pas toujours favorable avec cette perception liée à la géographie des uns et des autres. Mais ce qui est vrai, c'est que la Constitution exige que le poste de responsabilité soit partagé en fonction d'une représentation équitable au niveau géographique. Mais moi, j'aimerais plus asseoir mon argumentaire sur le problème. Allez-y. Madame, vous pouvez remplacer qui vous voulez. Mais ça sera pour résoudre quelle crise? Ou ça sera pour résoudre quel problème? Le problème est connu. Le péché de M. Modeste Bahati, c'est d'avoir pris une autre trajectoire que celle prise par le pouvoir en place, notamment sur le changement de la Constitution. Peut-être c'était pour faire pression, et donc, peut-être pour se repositionner. Je suis en train de parler de faits. Tout ce qui reste, ce sont les incantations. Les faits sont tels que M. Modeste Bahati a pris position en défaveur d'un possible changement de la Constitution. Et donc, ça signifie que peu importe qui on peut envisager de mettre à la place de M. Bahati, n'est-ce pas, la personne doit avoir un seul critère fondamental, en tout cas pour ceux qui ont la majorité. Voyez-vous, il doit être ce qu'ils appellent loyal et discipliné. La loyauté et la discipline sous-entend quoi? Ça sous-entend un homme qui n'a pas de conviction, n'est-ce pas? Un homme qui ne peut pas aller, n'est-ce pas, ou nager à contre-courant. Voyez-vous? Là, c'est déjà le postulat de base. Nous pouvons nous mettre à réfléchir ici, n'est-ce pas, sur les critériums, mais rassurez-vous que lorsque il faudra prendre la décision, le seul facteur important, n'est-ce pas, qui va dicter le choix d'un futur deuxième vice-président du Sénat sera la loyauté et la discipline. Mais ici, je vais vous dire une chose, madame. Vous savez, quand vous avez une vision, quand vous avez de pays qui fonctionnent sur base des visions, le tout ne tourne pas autour du chef. Parce que le chef, c'est un être humain. Le chef est faillible. Vous comprenez? Le pays puissant investisse plus sur les systèmes. De telle sorte que, même si le chef n'est plus là, peu importe la personne qui vient aux affaires, n'est-ce pas, qu'il puisse incarner la même vision de continuité. Et ce, à tous les niveaux de responsabilité. Comprenez un peu? On ne parle pas de l'homme, mais on parle de l'idéal. On parle d'un système. Mais le débat aujourd'hui n'est pas sur ça. Même lorsqu'on parle, je pense qu'on va en parler, d'une possibilité de changer la Constitution, vous allez trouver que le tout tourne autour des individus. Comprenez? Et donc, le choix... Ça n'a pas commencé avec le président Félix Tshisekedi. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'a pas commencé avec le président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Comme Joseph Kabila dira aussi que ça n'a pas commencé avec lui. Mouzel le dirait également. Mais je pense que quand on accède à des fonctions d'État, il faut faire la rupture. Un chef n'a pas besoin de prendre les exemples du passé pour justifier les statu quo actuellement. Quand on est chef, c'est pour donner l'impulsion, donner la nouvelle orientation.
Vous comprenez? Je pense que nous, on doit essayer de poser les débats autrement. Quel est le nouveau système de gouvernance, n'est-ce pas, qui fera à ce que le Congo soit fort au bout de 100 ans, au bout de 200 ans? Vous comprenez un peu? Le débat, par exemple, sur qui peut remplacer Modeste Bahati, alors que nous savons que le critère fondamental sera basé, n'est-ce pas, sur des considérations qui n'ont rien à voir, en tout cas, avec le bien-être de notre peuple. Changement de la Constitution, on en parle, Christian Yamabou, c'est là d'ailleurs les vrais problèmes actuellement. D'abord, je voulais savoir, vous êtes pour ou contre? Je suis pour, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai fait d'abord partie de ceux qui ont réfléchi par rapport à ce texte. Il y a plusieurs aspects qui demandent à ce qu'on puisse changer la Constitution. La même Constitution que nous utilisons aujourd'hui, elle a été mise en place, promulguée par l'ancien président Joseph Kabila, qui en son temps n'était pas encore élu. Il bénéficiait de cette légitimité, mais il n'y avait pas de légalité parce qu'il n'y avait pas eu encore élection en 2006, le 18 février, lorsqu'il y a eu la promulgation de cette Constitution. Et l'Assemblée nationale de l'époque, c'était une assemblée composée, vous savez, des manières dont elle était composée. Il n'y avait pas eu élection des députés nationaux pour qu'ils soient au niveau de l'Assemblée nationale. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, comme en son temps, Joseph Kabila, il a permis à ce que nous puissions avoir cette constitution pour avoir un cycle électoral, un deuxième, ainsi de suite. C'est maintenant une opportunité de faire asseoir les choses selon les normes. Et je crois qu'on doit changer la Constitution pour donner au pays un texte juridiquement très fort afin que la RDC puisse marcher très bien dans plusieurs autres secteurs. Qu'est-ce qui dérange les plus dans cette actuelle Constitution, Christian Yamabou? Il y a plusieurs questions qui dérangent parce que si on parlait d'une seule question aujourd'hui, là peut-être on souhaiterait la révision. Mais moi, si je pense du changement de la Constitution, aujourd'hui, c'est cette Constitution qui donne au président de la République le pouvoir de consulter la majorité et nommer un Premier ministre. Mais lorsqu'il faut destituer le Premier ministre, ce n'est pas au président. Il faut d'abord que le Parlement puisse décider, puisse juger si possible ou pas. Vous savez, avec cette Constitution, on a connu l'époque où il fallait que l'ancien Premier ministre Ilunkamba puisse contre-signer certaines décisions avec le président Tshisekedi. Et il y a eu blocage. Il vous souviendra du temps de FCC Cash. Avec cette constitution, il y a notamment la question de la décentralisation. Avec aujourd'hui, on a 26 provinces. C'est vrai, on a pensé qu'il fallait décentraliser pour développer les pays, mais en réalité, la constitution nous a divisés. Je prends le cas aujourd'hui de l'espace Kasaï, qui avait deux provinces, c'était les Kasaï oriental et les Kasaï occidental. Actuellement, il y en a maintenant 5. Il y a le Kasaï central, le Kasaï oriental, il y a le Sankourou et la province de la Lomami. Alors, toutes ces provinces, déjà comme elles sont démembrées, il y a des provinces qui aujourd'hui n'ont même pas d'infrastructure. Est-ce qu'il fallait penser d'abord à démembrer ou il fallait réfléchir autrement? Et pendant ces temps, ceux qui s'appelaient frères du Kasaï oriental ne sont plus frères. Par rapport à la province, excusez, ce n'est pas par rapport à la nation. C'est-à-dire, on a maintenant les frères de la province de la Lomami, on a les frères de la province du Sankourou, pendant que tous, on était frères de la province du Kasaï oriental. Et avant cela, du temps de Mobutu, on avait la possibilité d'avoir un gouverneur originaire du Congo central, mais dirigé par exemple l'Équateur. Mais avec cette constitution, pour être élu, il faut aller dans votre propre province, aller dans votre propre circonscription, parler dans votre langue maternelle pour que vous soyez élu. Cette constitution nous divise, nous pousse encore au tribalisme. J'irai encore plus loin pour dire qu'avec cette constitution, aujourd'hui, il y a plusieurs autres sujets qu'il faut revoir. Il y a notamment la question de l'éducation aujourd'hui. On a vu dans la Constitution de 2006, on a inclus la question de la gratuité de l'enseignement, ce qui est une bonne chose. Mais actuellement, nous avons vu la gratuité de la maternité. Mais elle n'est pas incluse dans la Constitution. Comment on peut réfléchir pour insérer cela dans notre système de fonctionnalité? Peut-être pour conclure pour cette première partie, nous avons dans cette Constitution qui donne le pouvoir au président de la République de désigner 3 juges pour la Cour constitutionnelle. Or que le président de la République doit être jugé en cas d'infraction par la Cour constitutionnelle. Mais déjà dans cette Cour, le président a déjà 3 membres que lui-même a désignés.
Cette cour est composée de 9 juges, si je ne me trompe pas. Et pendant ces temps, il y a aussi les 3 juges qui doivent prévenir de l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale est composée majoritairement par ceux qui sont au pouvoir. Déjà, le président aura 6 juges à son avantage. Mais comment voulez-vous que les 6 juges sur les 9 puissent juger et destituer un président de la République pendant qu'ils sont nommés par sa propre volonté, vous voyez? Et il y a plusieurs questions qui demandent à ce qu'il y ait changement de la Constitution. Si vous allez encore me permettre... Vous et moi, aujourd'hui, il conviendra qu'on n'a jamais été d'accord avec l'élection des gouverneurs parce que ce sont des élections entachées de corruption, de la même façon que les élections des sénateurs, même au niveau des assemblées provinciales. Et pendant ces temps, si aujourd'hui on voudra supprimer les Sénats, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la Constitution. Si aujourd'hui on voudrait, par exemple, annuler l'élection des gouverneurs pour passer aux nominations, il faut le changement de la Constitution. Et si, par exemple, il faut qu'on puisse, comme je le disais, revoir même le nombre de députés. On a 500 députés. Qu'est-ce qu'ils font? Et moi, j'ai toujours proposé à ce que, comme on a un pays de 145 territoires, on voit dans chaque territoire au moins des députés. On peut élire 2 députés pour chaque territoire. Et on aura 145 fois 2, ça sera 290. On va voir les 10 autres, on peut les ajouter. Ou, par exemple, à Kinshasa, et on voit encore 10 autres députés dans d'autres grandes villes. On aura tout au plus 400 députés nationaux et le reste, ça va permettre à ce qu'on puisse se retrouver normalement pour qu'on puisse minimiser les dépenses. Vous voyez. Mais Christian Nyamabo, pourquoi soulever cette question seulement maintenant? Attendez, jusqu'alors, ce qui est vrai, il faut retenir que le débat sur la Constitution, c'est encore un débat et c'est un débat démocratique. Parce qu'il faut vous préciser qu'il n'y aura pas possibilité qu'on puisse aller ni aux élections de 2028, ni au référendum constitutionnel, s'il y en aura. Il n'y aura pas moyen, tant qu'il y a encore la problématique de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays. Donc, il faut d'abord penser à mettre fin à l'insécurité qui vit dans l'Est de la RDC. Après, ça reste encore un débat. Il y a les intellectuels qui réfléchissent, il y a les professeurs des universités, il y a les journalistes que nous sommes, il y a les parlementaires, chacun donne son point de vue et laissez chacun s'exprimer et on verra la suite ce que ça va donner. Bongunda Poyou, quel est votre point de vue par rapport à cette question du changement ou révision constitutionnelle? Pour de raisons pédagogiques, je tiens d'abord à préciser que toute constitution est révisable. Et toute constitution peut aussi être changeable. Là, c'est le postulat. Allez-y. Mais pour mieux réfléchir, il faut interroger la Constitution. Dans notre Constitution, vous avez des dispositions tangibles, c'est-à-dire des dispositions qui ne sont pas verrouillées, des dispositions qui peuvent faire l'objet de révision. Mais vous avez également les dispositions verrouillées, ce qu'on appelle en sciences politiques les dispositions matricielles. Et ces dispositions, la Constitution elle-même prévoit qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. C'est-à-dire, ces dispositions sont verrouillées par le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire par le peuple. Vous comprenez un peu? Alors, lorsque nous posons la question sur le changement de la Constitution, si nous sommes pour ou contre, moi je pense qu'il faut interroger la Constitution. Lorsque vous lisez la Constitution, principalement dans son article 218, la Constitution parle d'une procédure simple pour sa révision, des personnes ou des institutions habilitées à déclencher le mécanisme de sa révision. Mais sur un supposé changement, la Constitution n'a rien dit. En d'autres termes, la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de son changement. Vous comprenez un peu? Lorsque, deux fois, on brandit l'article 5, mais les référendums, c'est quoi, madame? Parce que les gens du pouvoir ont tendance de donner l'article 5 pour dire on peut recourir au référendum. Mais le référendum, c'est pour des questions majeures de la société, n'est-ce pas? Il y a certaines questions, compte tenu de leur sensibilité, n'est-ce pas? Le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire le Parlement, ne peuvent pas se prononcer. Vous comprenez un peu? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons 4 langues nationales consacrées par notre Constitution. 4 langues nationales. Mais si aujourd'hui, on s'est dit que voilà, on veut créer une nation au sens monolithique du terme, les grandes nations s'identifient derrière une langue. La Chine, aujourd'hui, vous avez les mandarins.
On peut avoir des dialectes, n'est-ce pas? Mais quand vous voulez constituer une nation au sens sociologique du terme, la langue, c'est un vecteur par excellence. Donc, on peut lancer aujourd'hui le débat pour dire, au lieu d'avoir 4 langues nationales, n'est-ce pas? On peut en avoir une. Mais déjà, cette question est tellement sensible qu'on ne peut pas forcément laisser au pouvoir constituant dériver, de réfléchir sur ça. On peut convoquer, par exemple, un référendum. Si aujourd'hui, nous disons, par exemple, que nous voulons quitter une organisation régionale ou internationale, on peut convoquer un référendum. Vous comprenez un peu? Il n'est pas dit, donc je dévance mon co-débatteur, dans l'article 5, n'est-ce pas, que la Constitution prévoit les mécanismes de son changement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le pouvoir actuel est à son 2e et dernier mandat. Le débat que nous avons aujourd'hui, c'est un débat qu'on a connu avec l'ancien président Joseph Kabila. Déjà vers 2015, on a eu des slogans comme Kabila Totondi Yote, etc. Vous comprenez un peu? C'est comme aujourd'hui aussi avec Didier Boudimbo qui vous comprenez un peu? Nani a remplacé, Moutoua a remplacé pour ça la ligne. Et le comble, c'est que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir et que Kabila n'avait plus l'impérium, tous ceux qui chantaient pour Tshisekedi, pour Kabila hier, tous ceux qui chantaient pour Kabila hier, n'est-ce pas, n'ont pas hésité un seul instant de traverser. Donc, je pense que l'enjeu majeur, c'est les élections de 2028. Vous comprenez un peu? Mais dans l'organisation est possible. Je ne suis pas de la CENI, hein, moins encore vous. Vous savez aussi projeter, je pense analyser. Je suis tout à fait d'accord, mais en tout cas, j'en tiens au discours de la CENI. Moi, je ne peux pas affirmer sur ces plateaux qu'on ne peut pas avoir les élections en 2028. Mais pour chuter, madame, j'aimerais rappeler, pour des raisons pédagogiques, que dans ces pays, on a connu l'accord global et inclusif. Vous comprenez? Lequel accord a été sanctionné par une constitution de transition. Vous comprenez, monsieur Christian? Et dans cet accord de transition, il était prévu, n'est-ce pas, l'adoption d'une nouvelle constitution. Lorsque vous lancez le débat sur la légalité et la légitimité, moi je vous dirais, comme politologue sur ces plateaux, qu'on ne peut pas parler de l'inégalité, n'est-ce pas, ou de la non-légitimité. Parce que ces accords ont été sanctionnés par toutes les parties prenantes. En tout cas, hein, excepté l'UDPS. Vous comprenez un peu? Et donc, effectivement. Et donc, lorsque nous disons qu'il faut changer la Constitution, il y a deux questions que nous devons répondre. Lorsque vous lancez le débat sur le changement de la Constitution, il faut comprendre que vous remettez en cause l'ordre institutionnel établi par la Constitution. Et donc, le fait de vouloir changer la Constitution, vous remettez en cause également l'architecture institutionnelle issue de cette Constitution. Mais Bongunda Apouyou, vous n'êtes pas d'accord avec Christian Yamabou quand il soulève la question de la suppression que vous avez d'ailleurs soutenu à un moment donné du Sénat. Comment rendre cela possible s'il n'y a pas un quelconque changement? Si on n'envisage pas changer la Constitution. Cette Constitution a été adoptée en fonction de l'expérience de la Deuxième République. La Constitution du MPR avait concentré tous les pouvoirs entre les mains du président fondateur, avec le régime présidentialiste, n'est-ce pas, ou le présidentialisme africain. Ce qui fait que les dirigeants ou les présidents qui étaient élus avaient tous les pouvoirs. Les législateurs donc ont pensé sur comment faire en sorte que le président de la République, tout en ayant son pouvoir, mais qu'il soit, comment dire, pas fragilisé, mais qu'il soit dépouillé de certains pouvoirs pour créer l'équilibre. C'est ça la Constitution du 18 février 2006, monsieur Christian. Vous comprenez un peu? Mais la logique dont vous nous amenez est simple. C'est-à-dire, nous devons rentrer dans le régime présidentiel où le président doit contrôler tout. Lorsque vous parlez de gouverneurs de province, la forme de l'État que nous avons, c'est le régionalisme constitutionnel ou politique. Où vous avez des gouverneurs de province, n'est-ce pas, qui sont élus par leur chambre, malheureusement, laquelle forme a été décapitée par le président Kabila, parce qu'il a initié la révision de 2011, n'est-ce pas, qui avait carrément caporalisé les assemblées provinciales par sa révision, en ignorant qu'il allait quitter le pouvoir, et ça allait le rattraper. Moi, je pense que toutes les questions que mon frère Christian est en train de soulever, par exemple, la question sur la forme de l'État, on a opté pour le régionalisme constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous voulons à ce que les provinces qui sont des régions, qui ne sont pas des entités territoriales décentralisées, mais qui sont des régions dotées de leur personnalité juridique, avec une libre administration des provinces, avec toute une loi, n'est-ce pas, puissent travailler pour améliorer les conditions de vie de leur peuple. Parce qu'on s'est rendu compte que quand les présidents prenaient l'initiative, n'est-ce pas, tout était basé sur sa personne et à ses caprices. Et on a jugé nécessaire de décentraliser, n'est-ce pas, cette fois-là au niveau politique. Voilà pourquoi on parle de la décentralisation politique, par exemple. Mais si aujourd'hui vous nous amenez dans la logique où il faut que le président de la République puisse nommer le gouverneur de province. Déjà, nous voyons, nous tous, messieurs Christian, ce qui se passe lors des conférences des gouverneurs.
n'est-ce pas, depuis l'époque de Kabila. Vous comprenez? Mais les gouverneurs de province sont caporalisés. Vous comprenez un peu? Vous imaginez maintenant si nous devons donner la possibilité au président le pouvoir de le nommer, à plus forte raison. Ils sont élus, malgré ça, ils sont caporalisés. Mais imaginez un seul instant les degrés de velléité, n'est-ce pas? Ou les degrés de ce qu'on peut créer en termes d'émulation de ces députés vis-à-vis du chef de l'État, si lui, il devrait prendre une ordonnance pour les nommer. Vous comprenez un peu? Quand vous abordez la question sur le régime politique actuel, mais on a opté pour le semi-présidentialisme. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez nous amener pour le régime présidentiel, mais donnez de faits, réfléchissez, donnez des propositions idoines. Nous ne sommes pas contre les changements de la Constitution. Vous comprenez un peu? Mais nous estimons que l'opportunité ne nous permet pas d'aborder... Quand est-ce qu'il faut changer ou réviser, par exemple? Madame Ngalamouloumé, d'abord, la révision, ce n'est pas un problème. Hein. Il suffit de lever l'état des sièges. On peut toucher aux dispositions non verrouillées. Donc là, ça ne pose pas un problème au niveau de la révision. Mais au niveau du changement, quand est-ce qu'on change une constitution? C'est lorsqu'il y a un grand bouleversement politico-sécuritaire. C'est pourquoi on parle des réalités sociopolitiques. Je ne m'en dis ce qu'on ne vient pas, mais sur base de quelle théorie? Ça, pratiquement, c'est le discours du MPR, où on nous a chanté l'authenticité, mais sans une pensée politique cohérente. Quelles sont ces institutions, n'est-ce pas, que l'UDPS ou la majorité veut incarner dans notre architecture institutionnelle? Parlez-en. Quand vous dites supprimer le Sénat, nous allons vous dire que vous ne pouvez pas supprimer le Sénat. Parce que le Sénat, c'est la chambre de sages qui peut nous aider à créer une identité monolithique nationale. On a écrit un livre sur ça depuis 2022. Je pense que M. Christian était là lorsqu'on a parlé de la nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. Il fallait qu'il y ait plutôt des chefs coutumiers en lieu et place des politiques. Alors, mais vous nous amenez, c'est ce que j'ai dit, vous ne nous amenez pas sur le débat des fonds, sur le débat de la pensée, non. Vous nous amenez sur un débat vide. C'est-à-dire le chemin de Ouattara, c'est-à-dire le chemin de Alpha Condé, le chemin de mon grand-père qui est ici, hein, en face de chez nous, n'est-ce pas? Ou c'est l'article 220, principalement la limitation des mandats qui pose problème. Vous comprenez un peu? Donc l'opportunité peut se présenter après la convocation, n'est-ce pas, des élections en 2028 ou après 2028, en fonction de compromis, n'est-ce pas, que nous allons trouver. Christian Yamabou, Bongundabou n'a-t-il pas raison, surtout quand il évoque cette question de faits? Quels sont les faits présentés qui sont valables vraiment pour parler et pour mettre cette question sur la table du changement de la Constitution? Merci beaucoup. Je ne voudrais pas rentrer dans les juridismes pour commencer à étudier les textes juridiques, pour expliquer. Je pense que je vais réserver cette exclusivité aux politologues, mais également aux constitutionnalistes qui vont y réfléchir et qui vont nous proposer leurs avis. Mais moi, je reste dans la réalité. Apouy donne son point de vue. Parfois, il part à gauche, il part à droite, mais je suis content du fait qu'il a une même conclusion que moi, il ne me contredit pas. Il est d'accord pour le changement de la Constitution. Il est vraiment d'accord. Et à son tour, il se pose la question de l'opportunité et de la matière. Vous voyez. Or que jusqu'alors, nous sommes dans un débat sur les pour ou les contre changement de la Constitution. Et déjà, nous tous, nous jouons, nous naviguons dans un même rythme. Lui et moi, nous sommes d'accord pour le changement de la Constitution. Et maintenant, la matière. S'il faut parler de la matière, c'est là que j'ai dit qu'il ne serait pas intéressant de mettre la charrue devant les bœufs. Jusqu'alors, on ne connaît pas la matière qui sera écrite dans cette proposition de la nouvelle Constitution pour qu'on puisse en discuter. Il y aura quelle forme d'État? Il y aura quoi? Il y aura quelle proposition dedans? Par rapport à la gouvernance, par rapport à la gestion de la République, du moins, l'individu, les citoyens Yamabou donnent son point de vue. Lui qui n'est pas ni juriste, ni constitutionnaliste, ni politologue, il donne son point de vue, il dit ceci. Par exemple, l'élection des gouverneurs, tout le monde décrit l'élection des gouverneurs, on dit qu'il y a une forme de corruption voilée. Aujourd'hui, il y a certains des Congolais qui pensent que par rapport à la justice, on a vu d'ailleurs avec le procès de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, à un certain niveau, on allait à la Cour constitutionnelle qui se disait qu'elle est incompétente. On part à la Cour de cassation, à son tour, elle se dit qu'elle est incompétente. Et finalement, pour un ancien Premier ministre, il sera jugé où?
C'est encore une matière constitutionnelle. Mais moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas non plus politologue, je ne suis pas juriste. Néanmoins, j'ai fourni la matière pour permettre à ceux qui sont experts dans ce domaine de pouvoir réfléchir et proposer. Et là, je vais dire clairement que on va voir, lorsqu'on va proposer ces référendums constitutionnels, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Est-ce qu'on nous propose le fédéralisme ou la centralisation? Est-ce qu'on nous propose l'élection des gouverneurs ou la nomination des gouverneurs? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et pendant ce temps, il faudra aussi voir cette opportunité dont fait allusion. Peut-être dedans, il y aura une question de gouvernance. Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il y aura aussi. Le président Félix peut aussi partir. Mais voilà. l'effet des textes. On peut aussi proposer dans cette constitution que après. voilà. On laisse la place au président Tshisekedi de promulguer cette constitution, mais juste après, il organise les élections pour que quelqu'un d'autre prenne la place. Ça, c'est encore une supposition. Alors, on n'a pas encore lu les contenus. Vous voyez? Comment on peut déjà, je dirais peut-être que l'on soit médecin pour avoir fait l'échographie, savoir que cet enfant sera un garçon ou fille, et déjà savoir qu'on va lui acheter les habits de couleur bleue ou de bleu quand c'est la rose. famille politique du président de la République qui le dit, on sent déjà ce qu'on ne dit pas tout haut. Mais c'est ça aussi la démocratie. Lorsqu'il y a des gens qui sont contre les changements de la Constitution, lorsqu'il y a des gens qui sont contre le maintien au pouvoir de Félix Tshisekedi, lorsqu'il y a des gens qui sont contre la gestion de leur manière, mais il y a aussi des gens qui soutiennent. C'est ça aussi la démocratie. Il y a des gens qui veulent à ce que Tshisekedi puisse se pérenniser au pouvoir. Il y a des gens qui veulent à ce que les choses puissent s'améliorer davantage. Alors, tout ça, c'est à voir dans cette proposition de la nouvelle constitution, d'ailleurs, que je viens de voir le professeur Tony Mwaba a fait la proposition aujourd'hui, même au niveau de l'Assemblée nationale. C'est par rapport à la convocation de ces référendums, même si ça ne se fera pas pendant ces moments, lorsque le pays se retrouve encore dans la situation sécuritaire que nous connaissons ensemble avec vous. Néanmoins, les gens peuvent réfléchir, les sages peuvent réfléchir à tous les niveaux, et nous aussi, nous allons donner notre point de vue. Mais déjà, il vous conviendra que Apou et moi, on ne se contredit pas sur ce plateau. On est tous d'accord pour le changement de la Constitution, mais chacun, l'un cherche à avoir la priorité ou encore le préalable, mais l'autre veut au moins que cela soit un débat ouvert à tous pour que chacun puisse donner son point de vue. La rentrée parlementaire a été effective. Vous avez suivi Christian Nyamabou et Bongunda Apoyou, les discours des deux présidents de ces deux chambres du Parlement. Samalou Konde Kenge, par exemple, il dit être ouvert à tout dialogue inclusif. Par contre, Aimé Boji, lui, dit soutenir également un dialogue qui sera tenu ici, sur le sol congolais et encadré par le président de la République. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. C'est déjà aussi une question intéressante. Aujourd'hui, nous parlons dialogue, pendant que nous sommes en train de parler aussi du changement un peu la de la contradiction Constitution. entre les deux. Voilà. Et on parle aussi du changement de la Constitution. Déjà, on doit se le dire que même le dialogue n'est pas constitutionnel. Aucune disposition dans cette Constitution prévoit les dialogues. Ce sont des arrangements. Ce n'est pas mon grand frère India Omar qui va me contredire. Et le dialogue n'est pas constitutionnel. Vous voyez? Donc, il n'y a pas dans cette Constitution une disposition qui prévoit les dialogues. Néanmoins, les gens réfléchissent, chacun donne son point de vue, ils voient ce qu'il faut faire. En rapport avec ce qui sévit dans l'Est aujourd'hui, si Samalou Konde veut les dialogues inclusifs, et que de l'autre côté, Boji veut aussi les dialogues, mais exclusifs, moi je donne mon point de vue. Il n'est ni celui de Sama, ni celui de Boji. Moi, je voudrais qu'on puisse voir l'opportunité de ce dialogue. Pourquoi on veut dialoguer? Il faut d'abord se poser la question. On veut dialoguer pour obtenir quoi et pour avoir quoi? Est-ce que c'est pour blanchir ceux qui ont tué nos Congolais et les ramener maintenant à la gestion de la République afin de pacifier les pays? Ou bien c'est pour mettre fin de manière définitive à l'insécurité qui prévaut dans l'Est du pays? Vous voyez, pourquoi on veut dialoguer? Est-ce que les institutions ne sont pas légitimes? Les institutions ne sont-elles pas légales? Pourquoi on veut dialoguer? Pourquoi? Et puis, quand on va tenir ce dialogue, ça sera le 40e. Et ça sera pour pourquoi on veut quelle dialoguer? conclusion? Parce que selon vous, il n'y a pas de crise au pays. Mais attendez, s'il faut parler de la crise, je parlais par exemple de l'insécurité. Et aujourd'hui, le Rwanda reconnaît. Il reconnaît avoir déployé ses troupes en RDC. Et c'est déjà à ce niveau-là, il faut discuter avec le Rwanda pour que cela prenne fin. Alors, entre nous, moi, je me vois mal. Je me suis toujours dit,
je suppose, si j'étais aussi de l'Est du pays, et que les rebelles qui sont là auraient tué mes frères et sœurs, mes oncles et mes tantes, demain, on va s'asseoir avec eux autour d'une même table pour discuter, pour qu'ils dirigent encore. Et qu'est-ce que j'aurais comme souvenir de ceux qui sont déjà morts dans ma famille, mes amis, mes proches, mes connaissances, afin que les autres soient blanchis, parce qu'il faudra composer avec tout le monde. C'est là que je m'interroge. Et je pense que tous ceux qui pensent au dialogue doivent encore beaucoup réfléchir. Parce que si on ne le fait pas de manière honnête et sincère, demain ou le lendemain, il y aurait encore des frustrés qui prendraient les armes pour tuer encore les compatriotes afin qu'on convoque encore un nouveau dialogue. Mais quelle est la solution valable selon vous? La solution valable, pour résoudre cette nous crise. Devons d'abord réfléchir et nous battre pour mettre fin à la guerre dans l'Est du pays. C'est après cette guerre qu'on peut convoquer les dialogues. S'y prendre, il y a plusieurs moyens pour s'y prendre. Je ne suis pas expert en matière de sécurité, mais je pense que les experts sont là, ils vont faire leur travail. Les experts en politique vont faire leur travail. Et les experts aussi en matière de la diplomatie vont faire leur travail. Mais nous aussi, les Congolais, nous devons parler le même langage parce que le pays est agressé. Si vous prenez le cas aujourd'hui des pays comme l'Ukraine, je pense qu'en Ukraine, il y a aussi un problème des élections, il y a aussi un problème des social, parce que tout n'est pas aussi parfait en Ukraine. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'évoque pas les dialogues en Ukraine? Pourquoi on n'évoque pas les élections en Ukraine? Parce que aujourd'hui, c'est comme votre parcelle est menacée. Vous n'allez pas laisser papa et maman se chamailler d'abord, parce qu'on doit d'abord résoudre nos problèmes pendant que le voleur rentre dans la maison. Non, on chasse d'abord les voleurs, après on va rester parler. C'est là que je dis qu'on chasse d'abord l'ennemi, on termine la guerre, et puis s'il y aura possibilité, on pourra dialoguer. Et penser à convoquer les dialogues en amont pour les Congolais, pendant que les Congolais est agressés par le Rwanda, je trouve ça paradoxal. Qu'en pensez-vous, Bongunda Poyou? Je parle de ces deux discours oui, madame. Qui paraissent un peu contradictoires de Samalou Kondekenge et Mebouchi. Vous allez, enfin, avec votre permission, vous allez me donner l'autorisation de rencontrer mon frère sur certains points. D'abord, je suis content parce qu'il reconnaît son incapacité à cogiter sur des questions d'ordre philosophique, structurel, parce qu'il n'est pas de la matière. Donc, je suis content. Madame, objectivement, on ne peut parler d'un changement, on ne peut parler du changement de la Constitution que lorsque, par exemple, il s'agit d'un coup d'État. Par exemple, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous réveillez un matin, le militaire prend le pouvoir par la force, n'est-ce pas? Il chamboule l'ordre constitutionnel existant, okay? Toutes les institutions tombent, ils prennent le pouvoir. Soit, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les soulèvements populaires, avec le printemps arabe. Hein, le peuple se réveille, le pouvoir constituant originaire, n'est-ce pas? Il se réveille, ça c'est le chaos, n'est-ce pas? Il y a la répression, et l'armée trouve que pour mettre de l'ordre, n'est-ce pas? On neutralise le pouvoir en place et on impose, n'est-ce pas? Une dictature pendant un certain temps. Ou encore, on peut avoir l'éclatement d'un pays. La sécession, par exemple, comme on a connu en 1961 au Katanga, n'est-ce pas? Voilà, il y a sécession. Et quand vous déclarez que vous êtes une république, vous pouvez vous doter d'une constitution. Ce qui s'est passé également entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Vous comprenez un peu? Allez-y. Mais vous pouvez aussi avoir un coup d'État constitutionnel. Le coup d'État constitutionnel, c'est lorsque le régime en place, n'est-ce pas, veut aller au-delà des dispositions constitutionnelles en place, n'est-ce pas, pour imposer un changement. OK? Là, c'est faisable, ça dépend. C'est faisable si le pouvoir en place a le pouvoir, enfin, a le moyen de sa politique. Si le pouvoir n'est pas face à une opposition structurée, je suis au niveau d'analyse, hein, vous comprenez? Si le pouvoir en place n'est pas en face d'une opposition structurée, d'une opposition capable de faire un front commun, n'est-ce pas? C'est passable, mais on doit retenir que la Constitution actuelle ne prévoit pas le mécanisme, n'est-ce pas, de son changement. L'une opportunité, c'est au niveau de l'occupation de notre pays. Si aujourd'hui nous convoquons ce que vous appelez le référendum pour changer la Constitution, et que vous le convoquez pendant que notre pays est encore sous occupation, vous consacrez la balkanisation. Vous comprenez un peu? Et donc, ce n'est pas une démarche qu'une fraction politique peut, avec le pouvoir, croire être au-dessus de la mêlée. Je pense que le chef de l'État, il vient de l'opposition, il connaît le méandre de l'opposition.
n'est-ce pas? Même s'il faut jouer sur cette question, il ne faut pas aller de manière brutale, n'est-ce pas? Comme certains du pouvoir veulent... Il ne faut pas aller de manière brutale, mais il faut aller comment? Parce que le pouvoir... Non, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai proposé les cas où on peut parler d'un changement constitutionnel. En aucun cas, vous aviez vu un régime en place issu d'une constitution contester la même constitution. Parce que quand vous contestez la constitution qui sous-tend votre régime, vous sciez l'arbre sur lequel vous êtes assis. Là, tout le monde peut dire, voilà, nous n'avons plus un instrument juridique, n'est-ce pas, national, qui s'oppose à nous tous, n'est-ce pas, et chacun va faire sa loi, et ça sera la loi du plus fort. Vous comprenez un peu. Et je pense que si on veut garder l'intégrité territoriale, qui est déjà menacée, si on veut continuer à l'unisson, soutenir les efforts du chef de l'État, avec déjà l'accord de Washington qu'on a signé, on peut ne pas être d'accord sur ça, mais je pense que c'est déjà un pas de plus. Il faut faire l'effort de concentrer les énergies à l'interne, n'est-ce pas, que lancer des débats qui peut pousser certains esprits à tomber à la séduction, n'est-ce pas, et ça ne sera pas intéressant. Allez-y. Alors, la question sur les dialogues. La question sur les lieux. Moi, je pense que le dialogue est fonction de ce qu'on appelle le rapport de force sur terrain. Madame, lorsque vous êtes le plus fort sur le terrain militaire, vous exigez également, n'est-ce pas, des compromis auprès de votre interlocuteur. Dialoguer ne signifie pas monologuer. Quand on dit dialoguer, ça signifie que vous êtes en phase de quelqu'un qui ne partage pas la même lecture que vous. C'est-à-dire, vous voulez par exemple changer la Constitution. Les gens pensent, en tout cas pour ceux qui ont pris les armes, ils pensent qu'ils ne sont pas pour. Je ne suis pas en train de les encourager parce que ce sont des gens qui sont sous la manipulation de certains pays voisins, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas tomber dans ça. Mais je suis en train quand même de préciser que le rapport de force sur terrain détermine, n'est-ce pas, les conditions qu'on peut imposer à l'autre. Dès lors que nous avons des partis occupés, dès lors que le Rwanda a été malin de sous-traiter certains de nos frères et le présenter comme, n'est-ce pas, de rebelles, je pense que l'intelligence politique pour dire que la guerre est congolaise. Pour dire que la guerre, voilà, la guerre est intercongolaise. Il y a une dimension, c'est pour ça qu'on est à Doha. Vous comprenez un peu, ne nous limitez pas simplement à l'accord de Washington. C'est pour ça qu'il y a Doha. Pourquoi il y a Doha? C'est justement parce qu'à un certain niveau, on reconnaît qu'il y a des questions internes. Et je pense que toutes les grandes personnalités internationales l'ont dit, qu'il faut dialoguer. Ce n'est pas pour rien, le président de la République est parti en Angola. Vous comprenez un peu. Alors, la question sur les lieux, moi je suis sûr et certain que nous sommes en train d'assister aux enchères des uns et des autres. Mais si nous voulons réellement avoir un dialogue inclusif, n'est-ce pas? Je pense que, de mon point de vue au niveau d'analyse, il faut avoir un terrain neutre. Parce que ceux qui sont intérêt opposés... neutre, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire, pourquoi le président de la République est allé, par exemple, en Angola? N'est-ce pas? Donc ne soyez pas surpris. Donc un dialogue qui ne se tiendra pas sur le sol congolais. Forcément. Sinon les autres aussi ne se sentent pas en sécurité. Qu'est-ce qui ne prouve pas qu'en venant par exemple ils seront sous le coup d'arrêt? Par exemple. Vous comprenez? Donc quand vous voulez dialoguer avec quelqu'un et que vous voulez imposer des conditions, je pense que l'option la plus facile c'est de le battre militairement. Si aujourd'hui par exemple nous nous réveillons et qu'on récupère, n'est-ce pas, nos localités, on récupère nos villages, on récupère nos provinces, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y aura pas opportunité de dialoguer. On est en train de dialoguer. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la dimension militaire, au-delà de la dimension opérationnelle, n'est-ce pas, le succès n'est pas total, n'est-ce pas? On veut peut-être préserver certaines vies humaines, écourter le temps, n'est-ce pas? Et donc, on doit dialoguer. Et pour ça, il faudrait que chacun, n'est-ce pas, puisse un peu mettre d'eau dans son vin. C'est une possibilité pour trouver des solutions à ces problèmes? Il n'y a que deux options, madame. C'est soit l'option militaire, c'est-à-dire on arrive à imposer le monopole de la violence physique légitime, c'est-à-dire nous sommes un État, vous comprenez, au sens réel du terme, n'est-ce pas? Et si nous ne sommes pas à mesure d'imposer le monopole de la violence physique légitime, n'est-ce pas? Et que nous tenons à sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Vous faites la guerre proprement dite. Oui, on fait la guerre proprement dite. Vous comprenez un peu? On déploie le moyen, n'est-ce pas? Et là, on fait la guerre. Vous comprenez un peu? Sinon, la seule option rationnelle, je ne suis pas dans les émotions, je suis en train de réfléchir pour dire que voilà, sinon, la seule possibilité, n'est-ce pas, c'est les dialogues, parce que Kagame a une monnaie de change. C'est qui? Ce sont nos compatriotes. Vous comprenez un peu? Donc, pour que nous puissions récupérer nos provinces, je pense qu'il faut dialoguer avec eux. En tout cas, mais je ne le vois pas venir à Kinshasa, n'est-ce pas? Ou venir dans n'importe quelle province
qui est sous le contrôle, n'est-ce pas, du gouvernement de la République, autant nos dirigeants ne voudront pas aller à Goma. Dialoguer sur le sol congolais, c'est vouloir une chose et son contraire. Vous êtes d'accord avec Bongounda Apouyou, Christian Yamam? Bon, je pense avoir donné mon point de vue, même si Apouyou fait un effort de ne pas comprendre ce que je dis, même s'il est d'accord avec moi. Il cherche quand même à employer certains termes pour créer la diversion. Je rappelle ici que concernant d'abord la question sur la Constitution, je rappelle ici qu'il est d'accord avec moi. Et moi-même, je lui ai dit au départ que... Il est d'accord pour le changement. Il est d'accord pour le changement de la Constitution. Et je lui ai même dit qu'on ne connaît pas encore la matière. Et jusqu'alors, c'est un débat. Vous voyez? Et on n'a pas encore dit ça se fera quand, aussi longtemps qu'il n'y a pas encore fin de la guerre. Je l'ai dit ici. Mais il a fait semblant de n'avoir pas suivi. Jusqu'à prétendre qu'on expose l'ignorance quand même. Bon, on assume parce que c'est un débat. Il faut parfois taquiner l'un pour savoir rebondir, peut-être pour ne pas être agité. Sinon, par rapport au dialogue, je rappelle que moi, j'ai donné mon point de vue. Je trouve que le plus important pour le moment, c'est nous battre. Nous devons nous battre. Vous êtes du même avis. On n'est pas du même avis. Parce que lui, ce qui a prouvé est que malgré, on doit être sûr de se battre. Sinon, on doit dialoguer parce que Kagame, il a sa monnaie d'échange qui est nos compatriotes. C'est ça, non? C'est ce qu'il a dit. Alors moi, j'ai fait partie de ceux qui croient en la capacité de nos forces armées aujourd'hui. Et je pense que si on se décide sans trahison au niveau interne, tout comme au niveau de l'armée et dans d'autres services, si on se décide fortement, on va renverser la vapeur et on va chasser ces rebelles qui sont en train de s'aimer la terreur, qui sont en train de tuer nos frères. Et après les avoir chassés, vous voyez, on chasse l'ennemi, c'est ce que j'ai dit. On chasse les voleurs qui entrent dans votre maison, Madame Magui. Je reviens encore à l'exemple pour dire que un homme est en train de se chamailler, de se battre avec sa femme. Il voit un voleur entrer dans la maison. Ils ne vont pas commencer à arranger pendant que le voleur est là. Chacun va d'abord décider d'apporter sa force pour chasser d'abord l'ennemi. Après avoir chassé l'ennemi, on fait quoi? On arrange. Donc, la priorité pour moi, c'est chasser l'ennemi, chasser les rebelles, chasser les M23, chasser ceux qui tuent nos compatriotes, chasser ceux qui sont manipulés par Kagame. Après, on verra si ça va permettre à ceux qui, à partir du dialogue, qu'on réfléchisse sur les changements de la Constitution ou pas. C'est encore un Comment débat les démocratique. chasser? C'est là que j'ai dit, vous êtes du même avis, parce C'est que là que j'ai dit qu'il faut. chasser, il faut C'est là que je dis que. cette manière de force. C'est là que je dis que nous devons soutenir de force, aujourd'hui oui, nos FRDC. Parce qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train d'abattre un travail qui est visible. Parce que à un moment donné, on a senti que nos FRDC étaient découragés. Mais après, on se rend compte qu'ils sont en train de revenir en force et on doit les soutenir aujourd'hui. Nos militaires doivent être outillés avec les armements, avec les équipements militaires très importants. Mais aussi, c'est le moment qu'il faut saluer le fait qu'on puisse dénicher aussi certains traîtres au niveau de l'armée, au niveau des services de sécurité. Et avec cela, si on est très bien concentré et que l'on arrive à mettre fin à cette situation qui prévaut dans l'Est du pays, on pourra dialoguer sincèrement. Mais si jamais on cherche à dialoguer aujourd'hui, pendant que le pays est agressé, on dialogue avec les agresseurs, on va faire ce qu'on appelle le make-up. On va maquiller ce dialogue. Après, on fera les brassages et le mixage. Et juste plus tard, 10 ans, il y aura encore la résurgence. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas le premier dialogue. Joseph Kabila a arrangé avec la M23 qu'il a dit avoir des faits à l'époque. Mais qui sont encore ces M23 qui sont revenus, qui sont en train de tuer aujourd'hui? Donc, on n'avait pas fini le vrai problème. On avait cherché à nettoyer pour faire une paix qui n'était pas efficace ni durable. Une paix de façade. Une paix de façade, voilà. Voilà pourquoi je ne veux pas un dialogue qui pourra nous apporter une paix de façade. Je voudrais que si au moins on terminait la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays, peut-être en ce moment-là, on réfléchirait si on pourra dialoguer ou pas. Affaire des drones, on en parle quand même. D'ailleurs, on va terminer par là. C'est une question d'un internaute, je vais lire. Il n'y a plus de nouvelles conquêtes importantes des villes pour le RDF AFC M23. Il n'y a pas de récupération des villes par les FRDC. Pendant ce temps, le temps passe, l'occupation s'enracine. Que faut-il faire? Je commence avec Christian Yamabou.
Que faut-il faire pour mettre fin à cette situation, n'est-ce pas? Apparemment, tout s'est stagné. On est là, on n'avance pas, on ne recule pas. Que faut-il faire? Pour parler du cessez-le-feu, c'est-à-dire c'est avec Doha, il y a un certain moment donné, il faut réfléchir sur ça. Mais c'est un internaute qui a posé. Il faut aussi savoir qu'actuellement, ce qui fait mal et qui laisse certains Congolais dans la distraction, c'est lorsque le M23, pour attaquer la ville de Goma, le même jour, il y a eu beaucoup de morts. Vous voyez? Ils ont tué. Pour attaquer la ville de Bukavu, il y a eu des morts. Ils ont tué. Pour attaquer Ouvira, il y a eu des morts. Et maintenant, lorsque les FARDC cherchent à se défendre, soit pour protéger l'intégrité territoriale, vous verrez les communicateurs du M23 venir dire que les forces coalisées de Kinshasa, alors qu'il n'existe pas les forces de Kinshasa, il y a les FARDC, ils diront ces langages pour, voilà, ils viendront avec ces langages pour dire que ils ont bombardé les endroits densément peupleux. C'est-à-dire, ils prennent le peuple comme leur bouclier. Vous voyez. Mais pendant qu'ils ont tiré, pendant qu'ils ont pris Goma, ils n'avaient pas vu ces peuples. Et moi, je pense que les FARDC ne sont pas là pour tuer nos populations, soit pour bombarder, mais c'est justement pour récupérer nos territoires des mains de l'agresseur. Et en tant que professionnels, ils vont faire leur travail avec beaucoup de professionnalisme. Et c'est ce que je suggère toujours. Je crois qu'on doit faire confiance à nos militaires, on doit faire confiance à ceux qui dirigent au niveau de l'armée aujourd'hui, au niveau de toutes les structures sécuritaires et tout l'appareil sécuritaire, c'est qu'il faut le dire comme ça. Et on va retrouver les 2 345 400 km², que ce ne soit pas aujourd'hui ou demain, mais ça se fera un jour. Parce qu'il vous souviendra que dans des pays comme un pays de l'Est, si je ne me trompe pas, Burkina Faso ou Mali, les rebelles ont pris une ville il y a plusieurs années, et ils ont fini par quitter. Et même ceux qui sont dans l'Est aujourd'hui finiront par quitter, et nos frères et sœurs retrouveront leur sourire comme d'antan. L'occupation sans racine, Bongunda Poyo, que faut-il faire pour résoudre ce problème de l'Est? Madame, je tiens à préciser ici que en 2018, lorsque le président actuel a pris le pouvoir, il avait sous son contrôle 145 territoires. N'est-ce pas? 2 345 410 km². Allez-y. OK? Le président Kabila, quand nous l'avions contesté pour qu'il parte, parce qu'il était vers la fin de son mandat, Kabila a trouvé ces pays déchirés. On a eu l'accord global et inclusif, la constitution des transitions, la promulgation de la Constitution de 2006. Il avait moins de 50 ans. Il a laissé le code minier, il a laissé le code forestier. Après je m'en dis qu'on vient pas. Plus d'1 milliard de dollars. La première alternance, moins de 50 ans. N'est-ce pas? Le peuple lui a dit, tu as fait ton temps, messieurs, tu pars. Il a dit au revoir. N'est-ce pas? À bientôt. Et il est parti. Vous comprenez? Il avait dit à bientôt. Là, c'est le fait. Le président Tshisekedi, aussi préciser, qui est le président de la première force politique de l'opposition de notre pays. En fait, s'il y a un parti qui devait respecter la Constitution, et ce qui ferait de l'UDPS être différent du PPRD, si seulement l'UDPS avait compris qu'organiser les élections en 2028, n'est-ce pas, allait faire du président de la République une référence. Parce que Kabila, bien qu'il a organisé les élections en 2018 au lieu de 2016, il y a eu des morts, il y a eu des contestations. Vous comprenez un peu? Là, je tiens à le préciser. Madame, la guerre à l'Est, avec notamment cette dame qui a été tuée, n'est-ce pas, la française. C'est ce qui a d'ailleurs mis le feu, n'est-ce pas? Tout le monde en parle. Je tiens à préciser que ça fait plus de 10 millions de morts, n'est-ce pas, que notre pays a enregistré. OK? Donc ce n'est pas parce qu'une Française trouve la mort là-bas, n'est-ce pas, que sa vie est spéciale, que celle de nos compatriotes qui périssent tous les jours. Madame, moi j'ai une vision totalitaire de l'État. Si ça ne dépendait que de moi, on allait raser tout ce qui pouvait être rasé pour imposer le monopole de la violence physique de l'État. Ça ne se discute pas. Lorsque vous allez sous d'autres cieux, madame, dans des États sérieux,
les gouvernements mettent l'argent pour la défense et la sécurité. Quand vous dites qu'il faut soutenir nos forces armées, je suis bien d'accord. Moi, dans le cadre du courant de la Révolution du Congo, nous organisons des activités pour donner notre appui à nos forces, n'est-ce pas, de défense et sécurité. Vous le savez d'ailleurs. Vous comprenez, mon cher frère? Mais la question ici, vous devez comprendre que on ne soutient pas le militaire avec le discours. Ce qui est fait, mais ce qui doit être fait, n'est-ce pas? Comme vous non plus, vous ne les soutenez pas avec les discours. Doit être fait. C'est normal parce que moi, je ne suis pas, n'est-ce pas, aux commandes. De la même façon que moi. Je n'ai aucune parcelle d'autorité. Lorsqu'on veut avoir un système de défense et de sécurité à la hauteur de nos ambitions avec 9 pays frontaliers, chers frères, on commence à investir dans le domaine des défenses et sécurité plus que n'importe quel autre domaine. Vous comprenez un peu? Les hommes politiques sont appauvris pour financer les domaines de recherche, n'est-ce pas? Les domaines d'équipement de nos forces armées. Vous comprenez un peu? Moi, personnellement, j'ai été déçu par le président de la République. Je vais vous dire pourquoi. Le président de la République, quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il allait déboulonner le système Kabila. Les systèmes Kabila ne sont pas les hommes, messieurs. Le système Kabila, ce sont les pratiques. C'est un système implanté. Déjà, le président Mobutu, lui-même, il a pris le temps d'enraciner ce système. Vous comprenez un peu? Et le président Kabila aussi a pris 18 ans pour enraciner ce système. Je m'en dis qu'on ne vient pas. Mais vous, quand vous venez... Il faut les déraciner pendant combien de temps? Un système peut être déraciné pendant 5 ans. Ça peut être déraciné. Je vous donne un exemple. Vous prenez un jeune comme Constant Moutamba, il est où? Vous comprenez un peu? C'était une référence au niveau des décisions. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Mais au niveau de la communication populaire, quand on disait Moutamba, n'est-ce pas? On voyait la rupture. Il est où? Jules Alenguette qui faisait trembler le voleur de la République en fonction des publications de ses rapports. Il est où? Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas venir dire que vous allez apporter le changement, alors que vous-même, non simplement vous n'avez pas créé une classe politique nouvelle qui incarne vos idées, mais vous pérennisez un système que vous aviez trouvé. Est-ce que vous comprenez un peu, M. Christian? Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, on ne soutient pas les forces armées avec le discours. Moi, j'aurais bien voulu que le président de la République prenne ses responsabilités, il a la majorité, n'est-ce pas, pour qu'on puisse sentir en lui des décisions courageuses dans la mesure où vous amenez vers... C'est la priorité des priorités. Oui, au niveau des discours, je suis bien d'accord. Je ne suis pas en train de méconnaître les efforts qui sont faits sur terrain, parce qu'il y a nos frères, il y a nos combattants qui meurent, n'est-ce pas, pour retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Mais posons-nous la question, est-ce que le Congo, avec sa superficie, avec ses richesses, n'est-ce pas, mérite ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Je vous dis tout de suite non. Pour chuter à votre question, allez-y. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous regardez, et ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire le rebelle, et ceux qui sont à Kinshasa, personne ne revendique, en tout cas, n'est-ce pas, l'utilisation de cette arme. Voyez-vous? Mais si ça ne dépendait que de moi, donc il y a les enquêtes qui sont en cours, et donc je ne m'irai pas essayer d'épiloguer là-dessus. Mais si ça ne dépendait que de moi, dans ma lecture, je pense que même si Kinshasa utilisait cette drone, Kinshasa, dans sa posture, n'est-ce pas, du pouvoir central qui veut récupérer l'intégrité territoriale, n'est-ce pas, serait dans le droit légitime d'utiliser, n'est-ce pas, en violation de cessez-le-feu. Vous savez, madame, en violation de cessez-le-feu, là, nous entrons dans l'analyse juridique. Vous comprenez? Mais je suis en train de parler du point de vue politique. Quand je parle, vous voyez, tantôt, je parle du niveau du texte, n'est-ce pas? Et je parle du niveau de fait. J'ai dit Kinshasa, n'est-ce pas, est à mesure, n'est-ce pas, de violer, de cesser le feu, s'il est à mesure de décapiter la tête. Vous comprenez? Mais si Kinshasa trouve que la cible n'a pas été atteinte, n'est-ce pas, eh bien, on peut constater le silence, n'est-ce pas? Mais pour moi, qu'on me dise que Kinshasa était à la manœuvre, ça ne sera pas, n'est-ce pas, un scandale du tout. Parce que Kinshasa est dans l'obligation de récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Christian Nyamabou, mot de la fin. Merci beaucoup, un grand plaisir pour ce débat. Merci à mon co-débatteur Apouyou pour ses analyses. Merci à tous qui vont suivre cette émission. Seulement, je voudrais rappeler ici que nous avons, quelles que soient nos tendances, nous avons un seul dénominateur commun qui s'appelle la République démocratique. La République démocratique du Congo. Et nous devons soutenir ces pays. Et je fais partie de ceux qui croient que la guerre prendra fin, le pays va marcher correctement. Et tous ceux qui sont en train de collaborer avec l'ennemi pour nous déstabiliser à l'interne comme à l'externe, ils doivent se repentir, ils doivent changer parce que même si aujourd'hui nous ne serons pas jugés par nous-mêmes,
Mais nos esprits, nos ancêtres, nos chefs coutumiers, les chefs terriens, ils doivent réfléchir sur l'avenir de ces pays. La spiritualité, tout doit compter. Aujourd'hui, je l'avais dit dans les couloirs, aujourd'hui, s'il faut le rappeler, si notre pays a perdu l'une de ses forces, c'est parce que nos chefs coutumiers se sont négligés. Auparavant, nos chefs coutumiers avaient le pouvoir d'agir. Et maintenant, ils n'ont plus ces pouvoirs-là. Pourquoi? Je ne dis pas tous, mais certains. On a l'impression d'ailleurs comme si ces chefs n'existaient plus. Ils n'existent plus. On les a vus récemment au cimetière de la Gombe. On les a vus à un moment au niveau de la gare centrale. On les voit un peu partout. On voit les chefs coutumiers dans des terrasses. On voit les chefs coutumiers avec les copines ça et là. Pendant que les chefs coutumiers avaient le pouvoir. Ils vivent comme des enfants abandonnés. Ils avaient le pouvoir pour invoquer les diamants. Et les diamants allaient paraître, vous voyez. Et moi, je pense qu'ils doivent recourir à leur pouvoir traditionnel parce que ce pouvoir a aussi une force pour aider le pays à bien marcher, à bien décoller. Mais si ces chefs ne sentent pas l'accompagnement de l'autorité, par exemple? Non, mais attendez, l'accompagnement de l'autorité, je crois que ce travail revient au ministère de l'Intérieur. C'est là que j'ai toujours dit, est-ce que le ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, est-ce qu'il y a collaboration ou pas? Parce que moi qui vous parle, je suis issu d'une famille de chefs coutumiers. Et je me rappelle, à un moment donné, c'est vrai que il y a eu des gens, c'est un chef coutumier, qui ont coopéré, mais on sent vraiment pas on ne sent pas son apport. En 2007, il y a eu des gens qui ont coopéré avec le ministère de la décentralisation de l'époque, avec le gouverneur de ma province de l'époque, pour arracher le pouvoir traditionnel à ma famille, qui est la famille traditionnellement reconnue, et pour donner aux charlatans. Aujourd'hui, ces charlatans n'arrivent pas à faire décoller les choses. Et c'est ce qui s'évite dans plusieurs provinces à travers le pouvoir coutumier. Aujourd'hui, qu'on remette aussi le pouvoir aux chefs coutumiers, le vrai pouvoir, et ils pourront apporter un plus. Bongunda Pouyou, mot de la fin. J'aime bien quand mon frère Christian parle de chef coutumier. Nous, par exemple, on a réfléchi par rapport à cette possibilité de mettre de nouvelles institutions qui s'adaptent à nos réalités endogènes. Et on a proposé, par exemple, à ce que la chambre de sages, que vous appelez aujourd'hui le Sénat, soit abritée que par le chef coutumier. Lorsqu'il y aura changement de la Constitution. Effectivement, c'est ce dont je parle. Je ne suis pas contre ça. Ne vous en faites pas. Vous comprenez? Mais je suis en train de vous parler de propositions nécessaires. Et j'ai eu, personnellement, le temps de changer en 2023 avec M. Claude Ibanouki, que vous connaissez très bien, sur cette question-là. Vous comprenez? C'est-à-dire la possibilité d'avoir une nouvelle constitution après 2028 capable de refléter notre identité. Pourquoi après 2028? Parce que nous espérons qu'après 2028, le Congo, n'est-ce pas, va connaître des alternances, n'est-ce pas, pacifiques au sommet de l'État. Et donc, il y aura possibilité de dire qu'on peut relancer le débat. Parce que là, le débat ne sera pas autour d'un individu. Et donc, quand vous réfléchissez, par exemple, sur la valorisation des chefs coutumiers, j'aimerais vous dire une chose. Les chefs coutumiers congolais, ce sont des instruments. Mais c'est l'homme politique qui conçoit la pensée. Vous comprenez un peu? C'est le politique. Par exemple, quand j'ai réfléchi sur comment utiliser les chefs coutumiers, demain je suis au pouvoir, ok? Je peux mettre ça en œuvre. Mais comment vous voulez condamner les chefs coutumiers? À la limite, j'étais le colibé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, alors que ces derniers travaillent pour la vision de quelqu'un qui a été élu, qui est le président de la République. Ça signifie simplement que même lorsque vous parlez... À l'intérieur, il y a les affaires je peux chuter, aussi. Ne vous en faites pas. Effectivement, mais qui donne l'orientation? C'est le chef de l'État. C'est lui qui sait... Traditionnel est d'abord traditionnel. Le pouvoir coutumier, c'est traditionnel. Je n'en disconviens pas, mais qu'est-ce qu'il veut faire de ces pouvoirs coutumiers traditionnels pour créer une nation au sens sociologique? J'insiste sur le mot. Parce que le Congo, nous sommes une nation au sens mécanique. Balouba, Congo, n'est-ce pas, etc. Mais comment faire en sorte que nous puissions créer une identité monolithique? Il fallait séparer ce pouvoir. Pour qu'on puisse dire, ça, ce sont des Congolais. Ça, c'est la manière de se marier des Congolais. Ça, c'est la manière d'enterrer des Congolais, au lieu de dire, c'est telle ou telle autre manière. Et nous, on a estimé qu'il fallait, n'est-ce pas, consacrer l'institution sénatoriale au seul chef coutumier. Nous l'avions dit, on a publié un livre. Les livres existent à la présidence de la République, mais vous n'aimez pas lire. Quand vous nous amenez le débat sur le changement de la Constitution, il n'y a aucun fond. Vous comprenez un peu. Pour chuter, madame. Allez-y. Le Congo a été sauvé. D'abord, le Congo a été libéré par de jeunes. Quand on parle de Lumumba, on parle de Kasavubu, c'était de jeunes. Ils avaient l'âge de mon frère Christian Nyamabou. Nous avons l'obligation de donner une alternative pour ces pays. Pas forcément l'alternance. Parce qu'on peut connaître une alternance, mais sans alternative. Une alternance peut constituer à garder les statu quo.
nous, on a l'obligation d'amener, n'est-ce pas, une alternative. Et pour que nous puissions amener l'alternative à la hauteur de notre nation, nous devons, affirmer la primauté du Congo, deux, être pragmatiques. En ce qui concerne les dialogues pragmatiques, nous avons les nôtres qui sont dans les cas de l'ennemi. Donc, nous avons le serpent qui est dans la bergerie. Qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? La logique voudrait c'est que nous puissions ensemble parler avec eux, n'est-ce pas? Pour récupérer l'intégrité territoriale de notre pays en évitant des questions qui peuvent diviser les uns et les autres. Le président a fait son temps, il a donné ce qu'il a pu donner, n'est-ce pas? Il peut partir et continuer avec le débat. 2 ans. Il a encore 2 ans, effectivement, si on respecte la Constitution. Merci beaucoup, Bongunda Apoyo. Merci, Christian Nyamabou. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci également à Bongunda Apoyo. Lui, c'est le gardien général du courant de la révolution du Congo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.